Chapitre 1. Le culte de la célibat. Comment être un routeur Wi-Fi sacré? Bienvenue dans la Rome antique, un endroit où les toges étaient à la mode, les sandales obligatoires, et la célibat n'était pas seulement un mode de vie, c'était une politique de sécurité nationale. Entrée les Vestales, la principale force spirituelle d'élite de Rome. Pensez à elle comme à une combinaison de religieuses, d'influenceuses célèbres et de supports techniques pour la flamme éternelle. Ces dames ont été recrutées enfants et chargées d'une seule tâche, garder le feu sacré de Vesta allumé. Si cette flamme s'éteignait, tout le monde supposait que la ville s'imploserait, les récoltes pourriraient, et Jupiter ferait une crise de colère avec des éclairs. En bref, pas de pression. Mais il y avait un hic. Ces filles devaient rester vierges pendant 30 ans. 30 pains années. Ce n'est pas un vœu, c'est une peine de prison avec de meilleures robes. Pourquoi? Parce que la pureté, évidemment. Aussi, parce que les Romains antiques pensaient que la seule façon d'assurer que les dieux ne renversent pas leur table céleste était de s'assurer que les gardiens du feu étaient spirituellement impeccables, et s'ils enfreignaient les règles, oh chérie, accroche-toi. Chapitre 2. Becky a brûlé le pain, et maintenant, il y a une peste. Alors, disons, hypothétiquement, qu'une Vestale s'éclipse avec un mignon gladiateur nommé Flavius et revient avec des cheveux suspectement ébouriffés. Que se passe-t-il ensuite? Tout d'abord, un Sénat rempli de vieux hommes perdrait la tête. Deuxièmement, un procès s'ensuivrait, où les preuves pourraient inclure témoignage d'un voisin suspect, une flamme sacrée qui vacillait au mauvais moment, une poule qui refusait de pondre des œufs, scientifique, non, dramatique. Tu paries. Maintenant, voici la faille divine. Les Romains ne pouvaient pas exécuter une Vestale par des moyens normaux, comme l'épée ou le poison. Cela aurait fait couler son sang, ce qui aurait offensé les dieux. Alors, à la place, il a longtemps enterrée vivante, parce que techniquement, c'est juste une longue sieste avec un traumatisme en prime. Chapitre 3. Saleté, lampes à huile et une touche de honte éternelle. Imaginez ceci. Une Vestale est conduite dans une pièce souterraine, avec un petit lit, une lampe à huile vacillante et un pain. Ce n'est pas un week-end au spa. C'est une exécution au ralenti. Pourquoi ne pas utiliser une méthode rapide? Parce que rien ne dit « nous honorons votre service », comme vous enterrez avec des collations et regardez la ville faire comme si rien ne s'était passé. Oh, et le gars avec qui elle a couché, il ne bénéficie pas d'un repos tranquille sous terre. Non, il est fouetté à mort en public. Des droits égaux. Rome n'avait pas encore inventé cela. Chapitre 4. Le déjeuner préféré de Rome, avec un serpent bonus. Bienvenue à Poena Culei, également connu sous le nom de la punition pour le parricide, tuer son père. Et croyez-nous, Rome y a vraiment réfléchi. Voici la procédure. Attachez le meurtrier, cousez-les dans un sac en cuir, ajoutez un chien, loyauté, un singe, chaos, un serpent, trahison, et un coq, réveil. Jette tout le sac dans la rivière, voilà. La punition rencontre la panique du zoo pour enfants. Pourquoi ces animaux? Symbolisme, aussi, le drame. Les Romains aimaient le symbolisme autant qu'ils aimaient le pain gratuit et les combats de gladiateurs. Chapitre 5. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Indice, regret. Imaginez que vous êtes cette pauvre âme flottant en aval dans votre propre Airbnb, remplie de panique, mordue par un singe, sifflée par un serpent, aboyée par un chien, et peut-être picorée à l'œil par un coq. Ce n'était pas une question d'exécution, c'était une question de transformer ta mort en un projet de groupe, avec des animaux de la ferme et de la peur en vedette. Cela arrivait rarement.
Mais quand cela arrivait, les gens s'en souvenaient, probablement parce que le singe criait tout le long du Tibre. Chapitre 6. Le monologue, avant l'enterrement, le dernier appel d'une vestale. Avant qu'une vestale ne soit enterrée, elle était autorisée à dire sa vérité, et par là, nous entendons crier dans le vide pendant qu'un groupe de sénateurs jugeants hochent la tête solennellement et font semblant de ne pas avoir financé une orgie de gladiateurs le week-end dernier. Une vestale, Cornelia, a déclaré célèbrement « Si César pense que j'ai couché avec un dieu, alors peut-être que c'est vrai. » Impertinente? Oui. Efficace? Pas du tout. Ils l'ont quand même enterré. Il est difficile de gagner un argument lorsque l'équipe adverse est à la fois juge et bourreau, et pense aussi que le tonnerre est un regard divin, désapprobateur. Chapitre 7. Guide de l'empereur pour résoudre les problèmes. Enterrez-le. Tout simplement. En cas de doute, creusez un trou. C'était l'approche romaine face à la plupart des problèmes. Le feu sacré s'éteint. Enterrer quelqu'un, les cultures échouent. Sacrifier une chèvre, voisin agaçant. Plaignez-vous à Jupiter ou corrompez un prêtre. Les Romains n'étaient pas exactement subtils, mais ils étaient déterminés à la blague. Chapitre 8. Vierges et vipères. Deux chemins de carrière différents. Être une vestale avait ses avantages. Des places au premier rang au jeu, une loge spéciale au théâtre, le pouvoir de pardonner les prisonniers, mais cela venait aussi avec une épée de Damoclès, faite de boue et d'opinion publique. Une seule erreur, et vous n'étiez pas célèbre, vous étiez fossilisé. Pendant ce temps, si vous étiez un serpent dans un sac avec un meurtrier, vous n'aviez probablement pas demandé ce travail non plus. Rome, où tout le monde était remplaçable, et la plupart des emplois se terminaient par des cris. Chapitre 9. La faille divine. Comment punir sans verser de sang? Le génie des Romains résidait dans leur capacité à être violents tout en restant techniquement pieux. Ils ne tueraient pas une vestale avec une lame, mais ils l'enterreraient vivante avec du pain rassis. Ils ne décapitèrent pas un parricide directement, mais ils le mettaient dans un sac avec un singe et disaient « Il l'a fait lui-même ». C'était du théâtre légal, kabuki de la moralité, punition comme performance. Et ça a marché. Les gens se sont comportés, ou du moins, ils se comportaient bien en public. Chapitre 10. Réflexion du gouffre. Confession d'une vestale damnée. Nous n'avons pas les dernières entrées de journal des Vierges Vestales. Mais si nous les avions, cela pourrait ressembler à ceci. Cher Dieu, aujourd'hui j'ai regardé un gladiateur trop longtemps. Demain, je pourrais avoir un pack de collation et une fosse. Si je survis à ça, je change de religion. Chapitre 11. La fosse d'à côté a de meilleures collations. Je ne sais pas si vous avez déjà été enterré sous terre, avec seulement un pain rassis, une cruche en argile qui fuit, et une lampe vacillante pour vous tenir compagnie, mais ce n'est pas aussi romantique que les poètes le font croire. D'abord, le petit pain, c'est moins du pain romain artisanal, et plus une insulte au gluten en forme de brique. Deuxièmement, la cruche à eau. Soit les dieux se moquent de nous, soit quelqu'un au temple de Vesta a utilisé cette chose comme pot de chambre avant de la transmettre. Et la lampe, une petite flamme dont le principal rôle est de projeter des ombres dramatiques sur le mur pendant que je fais un monologue sur ma mort imminente. Dramatique? Peut-être, mais efficace? Absolument. Commençons. Chapitre 12. Vous savez que vous êtes dans le pétrin, quand le rapporte une couronne de laurier. Environ 2 heures après le début de ma stécation. Souterraine, j'ai rencontré Régulus. Régulus est un rat, point. Pas au sens figuré, un rat, au sens propre, grands yeux, nez frémissant,
fourrure qui suggère qu'il a soit été béni par la déesse Fortuna, soit qu'il est immunisé contre des maladies qui tueraient des provinces entières. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il a frémi des moustaches dans ce que je ne peux décrire que comme un léger désaccord. Et puis, sans blague, il a traîné une miette de mon pain sous une pierre comme s'il l'avait payé. Dans n'importe quelle autre circonstance, j'aurais crié. Au lieu de cela, je l'ai remercié d'avoir nettoyé. Nous sommes maintenant colocataires. Il est une meilleure compagnie que mon dernier prétendant, qui pensait que la chasteté était un type de vin. Chapitre 13. Pendant ce temps, en surface. Au-dessus de ma fosse personnelle, la vie à Rome continue. J'aime imaginer que les prêtresses tiennent des réunions d'urgence intitulées « Comment ne pas perdre une autre vierge sacrée ?» et « Sécurité des lampes à huile », une flamme à la fois, le Sénat. Ils sont probablement trop occupés à se soudoyer pour des contrats d'aqueduc pour se souvenir que j'existe, sauf peut-être Gaius. Il a toujours eu un faible pour le drame. Il est probablement en train de lire mon dossier à haute voix dans le forum, ajoutant des embellissements inutiles. Et ensuite, elle a osé sourire au gladiateur. Qu'eut des soupirs collectifs et un vendeur de pop-corn. Chapitre 14. Réflexion d'un gardien de la flamme. Au cas où vous ne connaîtriez pas la vie quotidienne d'une vestale, voici un aperçu. 6 heures, réveille-toi. Regrette tout. 6h30, allumez le feu sacré. Essayez de ne pas éternuer dedans. 7 heures, écoutez des prêtres âgés expliquer comment nous sommes des symboles de la pureté de Rome, tout en empestant le vin de chèvre et l'hypocrisie. 10 heures, prie méditer. Souhaite que tu sois parti avec ce marin grec qui sentait les olives et le danger. Midi, mangez tranquillement, tout en envisageant de simuler une entorse à la cheville pour éviter le rituel de l'après-midi. Après-midi. Caresser une poule sacrée ou quelque chose comme ça, ce n'est pas glamour. Nous sommes essentiellement des stagiaires spirituels, avec de meilleures robes. Chapitre 15. Pendant ce temps, au forum, exécution publique et vente de figues. Rome est un paradoxe. Vous pourriez voir un homme se faire dévorer par un lion et ensuite acheter une pâtisserie fourrée aux dates 2 stands plus loin. Il y a probablement un vendeur qui crie « Remise du jour de l'exécution ». Achetez 2 figues, obtenez-en une 3e gratuite si le condamné crie. Et les enfants parient sur le fait que le gars dans le sac avec un singe, un serpent et une poule passe le premier plongeon. Spoiler, il ne le fera pas. Chapitre 16. Ma vie en tant que rouleau d'avertissement. La rumeur circule, sur le mur du tunnel, que je suis devenu une légende. Les prêtres m'utilisent comme une histoire d'avertissement. Ne sois pas comme Elélia. Elle a ri une fois, et maintenant elle est enterrée dans un trou de murmures. J'imagine des écoliers te récitant mon histoire. Elélia a un jour vu un gladiateur se muscler et a été scellée vivante avec des glucides et une lampe vacillante. La fin. Chapitre 17. Journal d'une fille de la fosse. Jour 4. Régulus a amené un ami. Je l'ai nommé Pliny, le grignoteur. Nous formons une société, la Ligue des entités mal punies. Notre manifeste inclut des revendications pour de meilleurs encas, lampes biodégradables, contrôle mensuel des rats, moins de honte publique pour un contact visuel accidentel. Chapitre 18. Une brève histoire des punitions romaines stupides. Parlons de la justice romaine. C'est comme un concours de talent, où le pire numéro remporte la corde. Exemple concret, a volé une miche de pain, marquage, tu as regardé ton beau-père de travers, sac plein d'animaux, mangé trop bruyamment au Sénat, crucifixion, probablement à l'envers. Qui a conçu ces punitions? Un dramaturge ivre avec une vendetta contre la logique, un gars
a essayé de soudoyer un percepteur des impôts. Ils lui ont rasé la moitié de la barbe et l'ont forcé à porter une pancarte disant « Je suis mauvais » en chiffres. Chapitre 19. Le gladiateur. Qui a tout commencé. Tu veux connaître la vraie de l'histoire? Je n'ai rien fait, je ne l'ai pas touché, je n'ai pas chuchoté, je ne lui ai même pas offert mes lentilles sacrées bident épicées au garum. Il a laissé tomber son casque. Je levai les yeux. Il a baissé les yeux. Il a souri. J'ai cligné des yeux. Boum, procès. Déshonneur public, enterrement immédiat. Une poule du temple s'est évanouie à cause du scandale. Chapitre 20. Le procès du siècle, si le siècle était stupide. Mon procès s'est tenu dans une salle latérale du temple avec de la peinture écaillée et une chaise sans une patte. Le grand prêtre a trébuché dessus 2 fois. J'ai essayé de ne pas rire. Il lut dramatiquement à partir d'un rouleau. Toi, Elélia, gardienne de la flamme, tu es accusée d'avoir regardé impudemment Marcus Musculus, gladiateur de la 6e Légion et flûtiste amateur. Cette dernière partie a été ajoutée juste pour m'humilier. J'ai essayé de me défendre. Il avait une tache de sang sur le nez. Je pensais que c'était une tache de rousseur, mais la logique n'a pas sa place dans la bureaucratie religieuse. Chapitre 21. La nouvelle école de l'empereur. Punition par la faute de goût. Pas dans la grande tapisserie de la justice romaine, parfois les crimes les plus flagrants étaient accueillis par les punitions les plus élégantes. Voici l'histoire du sénateur Flavius Maximus, dont le crime n'était ni la trahison ni le meurtre, mais quelque chose de bien plus scandaleux. Porter des chaussettes avec des sandales à un banquet d'État. La police de la mode, également connue sous le nom de Comité sénatorial des crimes esthétiques, s'est réunie immédiatement, après des heures de délibération et quelques changements de garde-robe. Ils condamnèrent le Flavius à 1 semaine d'humiliation publique. Il devait porter une tunique teinte de couleur criarde et défiler dans le forum, récitant de la mauvaise poésie. La morale? À Rome, la mode n'était pas seulement une déclaration, c'était une question de vie ou de mort, ou du moins de mort sociale. Chapitre 22. L'affaire du parchemin manquant. Quand la bureaucratie riposte, Scribe Lucius Scribonius avait une seule tâche, garder une trace des rouleaux du Sénat. Mais lorsque le rouleau détaillant les exonérations fiscales pour l'élite a disparu, le chaos s'est installé. Les accusations fusèrent et Lucius se retrouva au cœur d'une tempête bureaucratique. Sa punition? Une journée au pilori, non pas pour la perte du rouleau, mais pour le désastre administratif qui a suivi. Les citoyens étaient invités à lui lancer de vieux rouleaux, transformant l'événement en une fête de bombardement de papier. Lucius a appris 2 choses ce jour-là. Toujours sauvegarder vos rouleaux et ne jamais sous-estimer la colère de la bureaucratie romaine. Chapitre 23. Le gladiateur, qui ne pouvait pas, une histoire de traque. Marcus le Puissant était un gladiateur connu pour sa force, son agilité et son angoisse paralysante de la scène. Lors de l'un des grands jeux, alors qu'il entrait dans l'arène, il se figea. La foule attendait, les lions attendaient, et Marcus restait là, paralysé. La solution. Un duo comique a été envoyé pour distraire le public pendant que Marcus était escorté doucement à l'extérieur. Sa punition était de jouer dans une série de pièces comiques, se moquant de sa propre peur de la scène. Étonnamment, il est devenu un succès, et Marcus le Muet est devenu une figure comique bien aimée. À Rome, même l'échec pouvait mener à la célébrité, si vous aviez la bonne chute. Chapitre 24. La boulette de la boulangerie. Quand le pain devient une arme Baccaria, la boulangerie la plus renommée de Rome
a été confronté à une crise lorsqu'un lot de pain s'est avéré aussi dur que de la pierre. À leur insu, ces miches ont été vendues au public, entraînant une série de désastres dentaires. La punition, les boulangers ont été condamnés à une journée de travaux d'intérêt général, où ils ont utilisé les miches de pain incriminées pour réparer les nids de poules sur les routes. Le pain, étant plus dur que la pierre, s'est avéré étonnamment efficace. À partir de ce jour-là, les briques de pain sont devenues un élément de base dans la construction romaine, et l'expression « rompre le pain » a pris un tout nouveau sens. Chapitre 25. Le dilemme du philosophe, trop penser l'évident. Le philosophe Quintus Overthincus était connu pour transformer des questions simples en débats complexes. Lorsqu'on lui demandait s'il voulait du vin ou de l'eau, il se lançait dans un discours sur la nature du choix. Fatigué de ses manigances, le Sénat a conçu une punition. Il devait répondre à chaque question par un seul mot pendant un mois. Le défi l'a presque brisé, mais il a réussi, découvrant la beauté de la brièveté. Ses enseignements ont évolué, et il a fondé l'école de pensée minimaliste, où les conférences ne duraient pas plus de 5 mots. Les inscriptions ont explosé. Chapitre 26. La grande guerre des farces romaines. Cela a commencé de manière innocente. Un sénateur a remplacé la toge d'un autre par une version plus courte. La riposte ne tarda pas, et bientôt, le Sénat fut plongé dans une guerre de farces. Des coussins péteurs, faits de vessie de chèvre, aux chars, avec des roues grinçantes. Les farces ont dégénéré. Finalement, l'empereur est intervenu, déclarant une journée de la farce, où les plaisanteries n'étaient pas seulement autorisées, mais encouragées. La tradition se poursuivit chaque année, rappelant aux Romains que même en politique, un peu de rire pouvait faire beaucoup. Chapitre 27. La punition du poète, rimes et rétributions poétesses. Lyria était célébrée pour ses satires mordantes, mais quand elle écrivit un poème se moquant de la nouvelle coiffure de l'empereur, elle franchit une ligne. Sa punition: compose un poème flatteur sur la coiffure et récite-le quotidiennement dans le forum pendant une semaine. Lyria, toujours la virtuose des mots, transforma l'épreuve en un chef-d'œuvre comique, et l'empereur, appréciant l'humour, lui accorda son pardon. Dès lors, la satire était à la fois crainte et vénérée, les poètes marchant sur une ligne fine entre l'esprit et la colère. Chapitre 28. L'affaire du sénateur. Chanteur. Sénateur. Le sénateur Mélodius croyait avoir la voix d'Apollon. Il ne l'avait pas. Ses sérénades improvisées pendant les séances du Sénat sont devenues insupportables. La solution: un concours de talent jugé par le public. Mélodius a performé, et le public, dans un mélange d'horreur et d'amusement, a voté à l'unanimité pour le silence. On lui offrit une lyre, et on l'encouragea à pratiquer en silence. Les sessions du Sénat ont repris leurs débats monotones habituels, sans interludes musicaux inattendus. Chapitre 29. Le jour de l'oracle. Les oracles étaient vénérés. Leurs paroles guidaient les décisions. Mais lorsque l'oracle d'Elvina a prédit du soleil et qu'un déluge a suivi, des questions se sont posées. Sa punition? Une journée passée comme girouette au sommet du temple, expérimentant de première main les caprices de la météo. Elle est revenue avec une nouvelle humilité, ajoutant des réserves à ses prédictions. Possiblement, peut-être, et si la météo le permet. Chapitre 30. L'enchevêtrement du tailleur, façonner la justice. Le tailleur Stitius était célèbre pour ses toges élaborées. Mais lorsqu'il livra une toge avec des manches, une faute de goût, l'indignation s'ensuivit. Sa punition: concevoir une nouvelle ligne de toge
incorporant la caractéristique de la manche. Étonnamment, le style a pris, menant à une révolution de la mode. Stitius est devenu le créateur de tendances de la saison, prouvant que parfois, les erreurs mènent à des chefs-d'œuvre. Chapitre 30 et 1. Les boulangers du destin, levure et abandon. Après la révolution accidentelle de Stitius dans le port de la toge, l'appétit de l'Empire pour la justice créative a explosé. Au sens propre, voici Gaius Glutenius Maximus, le boulanger le plus égocentrique de Rome, et autoproclamé seigneur de la miche. Glutenius avait l'habitude de marquer chacune de ses miches de pain au levain avec son visage, et pas un portrait modeste, non, un buste en 3 dimensions de sa propre tête, avec un sourire suffisant et des boucles. Malheureusement, sa renommée a gonflé plus vite que sa pâte, et il a commencé à vendre du pain miracle, prétendument béni par Jupiter lui-même. L'escroquerie était évidente. Le pain ne guérissait rien, sauf une légère faim, et encore à peine. Lorsque la goutte d'un sénateur ne s'est pas améliorée après avoir mangé 12 miches, Glutenius a été traîné devant le tribunal et accusé de imiter une divinité, fermentation frauduleuse et suffisance excessive. Sa punition? Il a été condamné à vivre dans une boulangerie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et à créer un nouveau pain sacré si délicieux que même le Sénat en pleurerait de joie. S'il ne le faisait pas, il serait publiquement plongé dans du miel et nourri aux fourmis sacrées. Glutenius se mit au travail. Il a créé une pâtisserie appelée Panis Ultimatus, un croissant feuilleté en forme de barbe de Jupiter et saupoudré de cannelle céleste. Le Sénat pleura, littéralement. Que ce soit par goût ou par intoxication alimentaire, reste disputé. Chapitre 32. Le chuchoteur de chèvres, la toison de la fureur. Dans les collines de Tibur vivait un berger nommé Marcus Bleatus, qui prétendait pouvoir communiquer avec les chèvres, ce qui était acceptable, jusqu'à ce qu'il déclare que les chèvres l'avaient élu. Consul Bleatus descendit sur la ville, drapé dans des peaux de chèvres, flanqué de sénateurs bêlants, et déclara la loi martiale dans le forum. Étonnamment, une poignée de citoyens ont soutenu son règne, après qu'il ait promis de la fêta gratuite pour tous. Le véritable Sénat n'était pas amusé. Bleatus a été arrêté en pleine proclamation bêlante et mis en procès pour trahison, usurpation d'identité animale et distribution non autorisée de feta punishment. Il a été affecté au temple de Faunus pour servir de traducteur officiel de chèvres. Là, il devait transcrire les bêlements des chèvres en rouleaux de parchemin latin et débattre de questions philosophiques avec le bétail, sous le regard scrutateur de scribes peu impressionnés. Ironiquement, les chèvres semblaient avoir plus de sens que plusieurs sénateurs réels. Chapitre 33. L'échelle infinie. Punition par ambiguïté. Decimus Vagantius, un noble mineur amateur de farce, a peint une fresque dans les toilettes du Sénat, représentant l'empereur Tibère grimpant une échelle pour embrasser un âne. Cela, comme vous pouvez l'imaginer, n'a pas été bien reçu. Lorsqu'il a été arrêté, Decimus a insisté. C'est symbolique. L'âne représente l'humilité, et l'empereur est la vertu ascendante. Le Sénat a décidé de tester la métaphore. Sa punition était poétique. Il a été placé sur une véritable échelle, une énorme, une extrémité sur le sol, l'autre disparaissant dans les nuages, grâce à un échafaudage et à de la fumée théâtrale. Son travail consistait à gravir les échelons de l'illumination. Chaque jour, les gardes le forçaient à monter l'échelle pour l'appeler à descendre au crépuscule. S'il refusait, il menaçait d'ajouter un deuxième âne. Il a passé 42 jours
ascensionné devant l'empereur, qui, amusé, l'a pardonné, à condition qu'il repeigne la salle de bain. Cette fois, avec des fresques flatteuses de montée divine, impliquant moins d'animaux de la ferme. Chapitre 34. Le sifflet du lanceur d'alerte. Sonus, Silencius, Lucilla Vox, une servante du palais, a découvert un complot pour empoisonner le sénateur Claudius. Elle l'a sauvé, a signalé le complot et a été déclarée héroïne. Brièvement. Malheureusement, son dénonciation a provoqué une révélation délicate. Près de la moitié du Sénat était impliquée. Pour éviter un embarras politique, l'empereur a loué Lucilla publiquement et l'a punie en privé. On lui a donné le Sonus Silencius, un petit sifflet en argent, et elle a été condamnée à une vigilance éternelle. Son devoir, faire retentir le sifflet chaque fois que quelqu'un mentait dans le forum. Le sifflet était enchanté, prétendument. Quand quelqu'un mentait, il émettait une note stridente. Cependant, l'enchantement était défectueux. Cela se déclenchait également lorsque quelqu'un, citation incorrecte de Virgile, avoir mal genré une statue, ont prétendu qu'ils n'avaient bu qu'un seul verre de vin. Dans la semaine, Lucilla fut escortée du forum par des gardes. D'ici là, le sifflet avait retenti 3274 fois, brisé le monocle d'un sénateur et effrayé les ponts de l'empereur au point de les faire pondre spontanément. Sa punition a été discrètement annulée et on lui a offert une villa en dehors de la ville, sans coup de sifflet. Chapitre 35. Le labyrinthe du bureaucrate, Formus Aeternus, Quintus Red Tapius, un scribe au bureau des enregistrements impériaux, était célèbre pour son processus en 47 étapes pour approuver quoi que ce soit. Les licences de mariage, les congés militaires, même la permission d'éternuer près des statues sacrées. Un jour, un citoyen désespéré falsifia la signature de Red Tapius pour accélérer un mariage. Ce crime a été découvert lorsque Red Tapius a remarqué un seau de cire manquant. A immédiatement subi un léger anévrisme. Sa punition était une justice poétique bureaucratique. Il était contraint de naviguer dans le Formus Aeternus, un véritable labyrinthe rempli de paperasses. À chaque coin se tenait un fonctionnaire exigeant, formulaire 3B, autorisation de poursuivre, formulaire 8X, déclaration d'intention de tourner à droite, formulaire 47F, autorisation de poser des questions. Ce n'est qu'après avoir complété tout le labyrinthe et correctement rempli chaque document que Red Tapius a pu être libéré. Cela lui a pris 11 ans lorsqu'il est finalement sorti, les yeux écarquillés et couverts d'encre. Il aurait murmuré « Je comprends maintenant » et est volontairement réentré dans le labyrinthe.